Déjà, merci beaucoup à vous et à tous les organisateurs pour cette invitation et puis à vous tous d'être là. De fait, oui, Henri Laurens vous a dit déjà beaucoup de choses sur le 19e siècle. Il a brassé très large je suis finalement assez content d'avoir eu l'idée, quand j'ai été contacté pour cette conférence, de proposer un exposé qui sera centré sur du particulier. Voilà, on va partir d'épisodes, d'événements. Bien sûr, pas choisi au hasard, des épisodes donc, qui concernent une période assez resserrée, des années 1820 aux années 1850, mais qui devraient permettre d'illustrer les modalités de la présence ou de l'influence française en Méditerranée, plutôt Méditerranée occidentale, mais aussi un petit peu de Méditerranée orientale, et des épisodes, des affaires qui ont cristallisé des tensions, des rivalités entre la France et d'autres puissances, notamment le Royaume-Uni. Donc j'espère que c'est un exposé qui va permettre de compléter, qui sera complémentaire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc il y aura trois petites affaires que je veux vous présenter. La première, elle concerne, dans l'ordre chronologique bien sûr, on est entre historiens. Donc la première affaire, c'est l'affaire de l'apparition du Nil en Méditerranée, qui s'est produite en 1831. Nil qui a tout de suite été contestée. D'ailleurs, elle est actuellement connue sous 3 noms différents. Les Italiens l'appellent Isola Ferdinandea, les Anglais la Graham Island et les Français l'île Julia. On va voir pourquoi. Alors, je vous le dis tout de suite, cette île, vous ne pourrez pas y aller cet été en vacances puisqu'elle n'existe plus. Actuellement, ce qu'on trouve, c'est un petit plateau rocheux qui se trouve à peu près 8 mètres en dessous de la surface, dans ce qui le rend très dangereux pour la navigation. En fait, c'est un banc qui a une origine volcanique, vous doutez. C'est le haut d'un volcan, un volcan sous-marin, qui s'appelle le volcan Pédocle, qui, pour la taille, est à peu près comparable à l'Etna. Donc, c'est un gros volcan. On est dans une région, est-ce que ça marche? Non. Il faut rester appuyé. On est dans une région donc, qui est le canal de Sicile, qui se trouve entre donc, la Sicile et la Tunisie, et plus exactement entre l'île de Pantelleria et la Sicile, la côte méridionale de la Sicile. Donc c'est une région volcanique. Donc on est dans une région volcanique qui concerne toute la façade sud occidentale de l'Italie, ce qu'on appelle les champs phlegréens. Donc ici plus particulièrement dans la partie des champs phlegréens de Sicile, qui comporte 13 volcans sous-marins, dont le plus grand donc, est le volcan Empédocle. Et c'est le seul qui, au cours de l'histoire moderne, a donné naissance à des îles, donc au cours de phénomènes d'éruption. Ce volcan donc, dépasse la surface de la mer et donne naissance à une île. Donc ça s'est passé 3 fois au cours de l'histoire, en 1701, en 1831 et en 1863. Donc nous, l'épisode qui nous intéresse, c'est celui qui s'est passé en 1831. Ça va pas être évident si... Ah, c'est bon. Alors ça s'est passé très très vite. Ça s'est passé en quelques semaines. Alors si on revient un petit peu sur le déroulé des événements, à la fin du mois de juin 1831, on ressent des secousses sismiques, donc sur la Sicile occidentale et jusqu'à Palerme. Quelques jours plus tard, depuis la côte, on aperçoit un panache de fumée au large. Et le 7 juillet est rapporté par un marin sicilien l'apparition d'un petit îlot dont continue de s'échapper une colonne de fumée. Donc, ce qui est le signe en fait de l'entrée en éruption du volcan. Et l'apparition de l'île, elle commence véritablement dans la nuit du 10 au 11 juillet. Vous avez un choc tellurique qui fait que la bouche du volcan s'ouvre et on a un épisode d'éruption assez soutenu qui donne naissance en quelques semaines. Donc l'éruption, elle dure jusqu'au 21 août et elle donne naissance à cette île qui
À la fin, donc, représente donc, une petite île de 5 km de circonférence, avec un point culminant un peu plus de 60 mètres, ce qui fait à peu près l'équivalent de l'île de Procida. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le golfe de Naples, la plus petite île des îles du golfe de Naples. Donc c'est un phénomène assez bref, assez intense et assez impressionnant. C'est assez rare de voir l'apparition d'une île en pleine mer. Ça suscite très rapidement la curiosité. Il y a des voyageurs qui se rendent sur place pour assister au phénomène. Beaucoup de Britanniques qui se trouvent à côté, puisque l'île de Malte est à quelques milles de là. Ceux qui vont s'intéresser aussi tout de suite à cette île, c'est les scientifiques. Les premiers à se rendre sur place, c'est un scientifique allemand, donc Friedrich Hoffmann, qui est un physicien qui se trouve par hasard à Palerme à ce moment-là, et qui, dès qu'il apprend la nouvelle de l'éruption, se rend accompagné de collègues allemands et suisses, munis d'une lettre de recommandation du duc de Serradifalco, qui est un grand aristocrate napolitain et aussi un savant. Il arrive à louer une barque sur place et à faire le tour de l'île. Et donc, dans le compte-rendu qu'il en fait, il décrit un spectacle magnifique qu'il compare aux feux d'artifice qui sont tirés depuis le château Saint-Ange à Rome, donc, qui était à l'époque le plus grand exemple de feux pyrotechniques, mais bien sûr beaucoup plus impressionnant puisque ça atteint des hauteurs et une intensité qui l'homme ne peut pas atteindre. Il y a bien sûr des scientifiques italiens qui vont se mettre de la partie, donc des Siciliens. Domenico Scina, qui est un physicien de l'université de Palerme. Autre physicien, Carlo Gemellaro, qui est lui de l'université de Catane. Qui prennent l'initiative d'aller sur place. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que Carlo Gemellaro va lui aussi faire un compte-rendu de l'apparition de cette île et il va tout de suite se proposer de la baptiser. Donc c'est le premier à proposer un nom pour cette île et il va proposer le nom de Ferdinandea. Pourquoi ? Parce que c'est un hommage au roi de Naples, Ferdinand II. Donc le roi de Naples, le royaume de Naples, ou plus exactement le royaume des deux Siciles, qui est l'État qui occupe l'Italie méridionale, et l'île se trouve donc à proximité de cet État-là. De fait, cet îlot, dès qu'il apparaît, va aussi susciter l'intérêt, pas seulement des scientifiques, mais aussi des puissances. Et là, on a l'illustration du fait que, à cette époque-là, la science et la politique ne sont jamais tout à fait éloignées. Les scientifiques sont souvent les premiers à mettre en œuvre des revendications de nature politique. Alors cet îlot, il intéresse pas mal de puissances. Deux en particulier, c'est-à-dire trois. Le royaume des deux Siciles, c'est normal, puisque cette île-là, elle est apparue au large des côtes siciliennes, entre l'île de Pantelleria et la Sicile, qui sont des territoires des deux Siciles. Dès le 11 août, Ferdinand II se rend à Palerme, qui est sa deuxième capitale, et de là, il fait envoyer une corvette militaire qui s'appelle l'Etna, bien nommée, pour aller observer, pas prendre possession, mais pour aller observer le phénomène. Mais il n'est pas tout seul sur les rangs. Il y a aussi les Britanniques. Les Britanniques, ils sont présents sur place. Donc je l'ai dit, ils sont présents à Malte et ils ont une flotte en Méditerranée. Donc pour eux, c'est très facile aussi de se rendre sur place. Le commandant de la flotte méditerranéenne, Sir William Hotham, immédiatement, lui aussi, fait envoyer un petit navire militaire. Donc vous en avez ici l'illustration avec le drapeau de la marine anglaise. Là aussi, avec une mission d'observation. Donc les Anglais sont présents quasiment tout de suite. À partir de ce moment-là, se pose la question de la possession de l'île. Alors, qui possède une île qui apparaît en pleine mer ? Alors ça, c'est un problème de droit. À l'époque, il n'y a pas vraiment de droit international. Disons qu'il n'y a pas de droit international formalisé. Il existe une pensée de droit international
depuis l'époque moderne, ce qu'à l'époque on appelait le jus gentium, le droit entre les peuples, mais qui n'est pas codifié, qui n'est pas officiellement reconnu par la communauté internationale. Dans ce jus gentium, il y a des passages qui réfléchissent à la possession des îles qui apparaissent. Donc c'est du latin, hein, insula in marinata, littéralement l'île née en pleine mer. Et que dit ce droit, ce premier droit international? Il dit que donc l'île qui est née en pleine mer, ce qui arrive rarement, est à ceux qui l'occupent. Donc en droit, cette île-là est un res nullius, c'est quelque chose qui n'appartient à personne et qui est au premier qui va en réclamer l'occupation. Mais il y a un autre passage, juste après, qui dit, cependant, lorsque ces îles apparaissent à proximité d'un territoire, il est de la possibilité de l'État qui le jouxte d'en réclamer la possession. Donc ici, vous voyez tout de suite le problème qui va se poser, c'est qu'il va y avoir un enjeu pour mettre la main sur cette île-là. Et donc, de quelle façon? Pour le royaume de Naples, c'est assez évident. La proximité géographique fait que cette île revient au royaume des Deux Siciles. Mais il y a aussi la question de l'occupation. Donc, qui va le premier planter le drapeau sur l'île? Alors le problème, c'est que c'est difficile d'approcher l'île tant qu'elle est en éruption. Et ça dure jusqu'au milieu du mois d'août. Alors le 7 août, il y a un marin britannique qui part de la Sicile avec un drapeau et qui a pour ambition donc d'aller planter le drapeau britannique. Mais il doit rebrousser chemin parce que c'est pas possible. Il y a un capitaine, un navire militaire britannique, là aussi, qui est commandé par le capitaine Senhouse, qui prétend être parvenu à planter le drapeau le 2 août. Mais c'est immédiatement contesté par les Italiens qui disent que ce n'était pas possible parce que à ce moment-là, il y avait encore l'éruption, donc ça a été très contesté. Mais les Britanniques vont s'en servir pour dire que ce sont eux les premiers à avoir occupé l'île. Ce qui est sûr, c'est que des Italiens de Sicile, donc du port le plus proche, qui est Chac, envoient une petite barque, et cette petite barque, commandé par un certain Michele Fiolini, arrive à s'approcher de l'île et à planter une rame sur le rivage à laquelle était attaché un drapeau napolitain, ce qui fait que c'est sans doute, vraisemblablement, eux les premiers à avoir planté leur drapeau. Mais c'est contesté. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va finir au rapport de force. Alors pardon, j'avance trop vite, j'ai pas de... Qu'est-ce qui va se passer? J'allais trop loin. Les puissances vont maintenir leur présence militaire, renforcer leur présence militaire. Le roi de Naples va renvoyer une frégate militaire sur place. Les Anglais ne sont pas en reste. Ils continuent de patrouiller dans le secteur. Donc il y a un début de montée des tensions entre les deux avec leur présence militaire. Et c'est là que arrive la France. Donc, on n'avait pas oublié. Les Français, un peu pour embêter les Britanniques, vont décider d'intervenir. Ils vont le faire à la fin du mois de septembre en montant leur propre expédition. Donc, ils vont envoyer un brigantin militaire, la Flèche, qui est un petit bateau militaire, avec à l'intérieur une expédition scientifique qui est dirigée par un géologue, Constant Prévost. Donc, il y a normalement une mission d'observation, donc étudier le fonctionnement de l'île. Alors eux, ils vont pouvoir débarquer, puisque à cette époque-là, l'éruption est terminée. Et ils vont planter le drapeau français, eux aussi. Et ils vont choisir de rebaptiser l'île, l'appeler île Julia, qui est un hommage... Alors, double hommage, au fait que l'île est apparue au mois de juillet, mais c'est aussi bien évidemment une référence à la révolution de juillet 1830, donc l'année précédente, qui a donné naissance au régime de la monarchie de juillet. Donc vous avez un troisième puissance qui intervient localement et qui
là aussi, arrive un petit peu avec une forme de revendication territoriale. Le problème, c'est que ce que va constater cette expédition française, c'est que cette île, elle va sans doute pas durer très longtemps. Elle constate dès la fin du mois de septembre qu'elle est soumise à l'érosion des vagues qui ont emporté de larges portions de l'extérieur et qui fait que la base de cette île volcanique est très instable et qu'elle menace à tout moment de s'effondrer. Ce qui ne va pas empêcher le roi de Naples déposer un mémorandum international pour revendiquer la possession de l'île, qui ne va pas recevoir de réponse ni de Londres ni de Paris, puisque là, les choses vont se précipiter assez vite. Dès le mois d'octobre, on constate que le périmètre de l'île s'est beaucoup réduit. À la fin du mois d'octobre, elle n'a plus qu'une altitude de quelques mètres. Et au mois de décembre, il ne reste plus rien. Donc, ce qui met fin à toutes les revendications. Alors pourquoi c'est intéressant cet épisode pourquoi un îlot donc, aussi petit et aussi éphémère a pu susciter les ambitions de plusieurs puissances et en arriver à provoquer un petit peu de rivalité, voire un petit peu de tension. On peut en faire une lecture géopolitique assez rapide et qui est très facile à faire. Une lecture géostratégique, puisqu'on est dans une région, donc le bassin occidental, qui représente des intérêts stratégiques pour ces puissances. C'est le cas, bien évidemment, pour la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, vous le savez, à cette époque-là, son principal objectif géostratégique, c'est de conserver l'hégémonie des mers dont elle dispose, qui lui sert à protéger son empire et à aussi avancer ce qui est très important pour elle, c'est-à-dire le commerce. Pour appuyer cette hégémonie maritime, le Royaume-Uni a besoin de bases maritimes en Méditerranée. Donc depuis le congrès de Vienne, elle a obtenu trois de ces bases. Gibraltar, qui était une possession déjà ancienne, l'île de Malte et les îles Ioniennes au large de la Grèce. Donc avec Gibraltar, elle contrôle l'entrée de la Méditerranée. Avec Malte, tout le passage entre le bassin occidental et le bassin oriental. Et avec Corfou et les îles Ioniennes, la Grèce et la Méditerranée orientale. Donc les Britanniques veulent conserver cette présence maritime et voient dans cette île, éventuellement, une nouvelle base d'ancrage pour sa flotte. Les Français aussi. Les Français, dans ces années-là, donc à l'époque de la Restauration, veulent renforcer leur influence en Méditerranée occidentale. De quelle façon ? Eh bien, à cette époque-là, ils commencent à lorgner de l'autre côté du bassin, du côté de l'Algérie. Donc l'Algérie, à cette époque-là, c'est une portion de l'Empire ottoman, mais qui cherche, qui a déjà obtenu son autonomie. C'est un territoire qui est instable, parce que contesté à l'intérieur, et puis contesté à l'extérieur, qui subit des pressions des grandes puissances, parce qu'on lui reproche deux choses, l'esclavage des chrétiens et surtout la piraterie. Déjà en 1816, les Britanniques sont intervenus militairement, ils ont bombardé Alger, donc, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'esclavage des chrétiens et théoriquement à la piraterie, même si c'est faux. Donc on a un État qui est faible et qui paraît faible, et la France, à cette époque-là, peut étendre son influence, et vous connaissez l'histoire. Hein. En 1827, on profite d'un incident diplomatique. Le Dey d'Égypte a convoqué le consul français pour régler une vieille histoire. C'est la dette que la France avait contractée au moment de l'expédition d'Égypte et que la Restauration n'avait pas payée. Le Dey s'est un peu énervé, il lui a donné quelques coups de chasse-mouche par indisposition. C'est resté sous le nom de coup de l'éventail et les Français en ont profité pour créer un incident diplomatique, déclarer un blocus. Au cours de ce blocus, en 1829, il y a eu un autre incident, donc un navire français qui est bombardé par l'artillerie d'Alger, et c'est un casus belli donc, qui va déclencher l'expédition française en Algérie, donc, que mène la Restauration au printemps 1830. Donc à cette époque-là, la France a déjà commencé son implantation militaire en Algérie, et cette implantation a été
poursuivi par le régime qui a suivi, la monarchie de Juillet, ce qui conduira plus tard, hein, en 1834, à la formation du premier statut des possessions françaises en Afrique du Nord. Donc on a aussi une France qui est présente de l'autre côté de la rive et qui verrait aussi, hein, d'un bon œil, la possession d'une base maritime dans cette région. Donc voilà, la lecture géopolitique, elle est assez claire. Il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Je commence déjà à dépasser un petit peu. C'est le développement économique de cette région. On a le développement à cette époque-là d'échanges commerciaux qui se manifestent par l'ouverture de lignes maritimes régulières. La première, c'est en 1818, la ligne qui relie Naples à Marseille, qui est suivie dans les années 1820 par la ligne de Naples à Barcelone, de Marseille vers l'Espagne, et plus tard, en 1835, la ligne Marseille-Alger. Donc, des échanges de voyageurs et de marchandises. C'est aussi des lignes maritimes qui sont les premières à utiliser la navigation à vapeur, puisque la navigation à vapeur est la plus adaptée, est très adaptée à la navigation en Méditerranée, où vous avez de faibles distances et beaucoup d'îles. Bon. C'est une région qui se développe aussi d'un point de vue économique. Alors, la révolution industrielle touche assez peu l'Europe du Sud. Vous avez quelques centres qui se développent autour de Marseille ou de Barcelone ou de Naples. Un petit peu d'industrie textile, un petit peu d'industrie mécanique, beaucoup d'industrie agroalimentaire, notamment à Marseille avec les huiles et le savon. Et surtout, des ressources qui intéressent l'Europe du Nord, qui est en train, elle, de s'industrialiser, les ressources agricoles, donc, qui peuvent être transportées des pays du Sud vers le Nord grâce aux nouveaux moyens de transport, et aussi des ressources du sous-sol qui vont intéresser l'Europe du Nord. Et c'est là que j'en arrive à mon deuxième point, puisque parmi ces ressources économiques, on va trouver le soufre. Et cette question de l'exploitation et du transport du soufre va donner naissance à un deuxième épisode de crise du soufre qui va se produire à la fin des années 1830 et qui est un autre épisode qui va illustrer cette question des rivalités entre les puissances, cette fois sur un autre terrain qui n'est pas géopolitique mais plus économique. Alors pourquoi le soufre intéresse à cette époque-là? Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de connaissances en chimie. Le soufre, vous savez, c'est un élément chimique qu'on trouve à l'état naturel près des régions volcaniques. Même si le soufre qu'on exploite pour l'économie est plutôt d'origine sédentaire. Donc c'est celui qu'on va récupérer dans les mines souterraines. Alors, la Sicile est abondamment pourvue en soufre. Elle a des gisements de soufre abondants, faciles à exploiter, de bonne qualité, qu'on va trouver dans la région centrale, donc c'est dans les provinces de Enna, Caltanissetta et Agrigente. Donc, où vous avez trouvé ces gisements de soufre très faciles à exploiter. Donc, en italien, on appelle ça des zolfare. Qui se présentent sous la forme de mines quasiment à ciel ouvert. Voilà, donc ça, c'est des illustrations qui datent plutôt de la fin du 19e, mais voilà. Donc, une industrie d'extraction qui est ancienne. Alors, à quoi sert le soufre? Déjà, sous l'Antiquité, on a commencé à l'exploiter, plutôt pour des raisons médicales. À l'époque moderne, on lui trouve une autre utilité, c'est que le soufre entre dans la fabrication de la poudre à canon. On commence à avoir un intérêt supplémentaire. Mais ce qui va booster le besoin, l'intérêt pour le soufre, c'est la révolution industrielle. Parce que le soufre sert à produire autre chose, c'est l'acide sulfurique, ce qu'on appelle aussi le vitriol. Et l'acide sulfurique a beaucoup d'utilisation dans beaucoup d'industries, qui sont des moteurs de la révolution industrielle.
notamment dans l'industrie textile, puisque l'acide sulfurique intervient dans le blanchiment des textiles et les teintures, mais on le trouve aussi employé dans l'industrie mécanique et plus tard dans la fabrication des engrais. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc ici, je vous avais mis une petite citation d'un chimiste donc un peu plus tard, qui rappelle ça, hein, que de tous les acides connus, l'acide sulfurique est celui qui est le plus intéressant à la fois pour le savant et pour l'industriel. Et dans les années 1840, vous avez un autre chimiste, Théophile Pelouse, qui dit que carrément qu'on peut mesurer l'économie d'un pays à sa production d'acide sulfurique. Donc c'est quelque chose qui devient très important donc, en raison de l'industrialisation des besoins de l'industrie. Pour vous donner une idée, la France, la consommation de la France, elle passe de 500 tonnes dans les années 1815 à près de 20 000 dans les années, à la fin des années 1830. Donc il y a une explosion de la demande de soufre. Et ce soufre, on va le trouver principalement en Sicile, parce que c'est là-bas qu'on trouve le soufre qui est le plus aisément exploitable. Donc quelques chiffres, pas seulement des images, mais des chiffres, donc qui montrent le volume de l'importation du soufre sicilien vers Marseille, sachant que Marseille est le principal point d'arrivée du soufre en Europe, et c'est un peu là qu'il est traité ensuite pour être exporté vers le reste de l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a un véritable bond dans les années 1830. C'est lié à deux choses. Un, c'est le moment où l'industrialisation s'accélère en Europe, et c'est lié aussi à des innovations techniques, c'est-à-dire que même si on sait fabriquer de l'acide sulfurique depuis les milieux du XVIIIe siècle, c'est en 1831 qu'on dépose un brevet pour fabriquer de manière industrielle l'acide sulfurique. Donc il y a un boom de la production de soufre sicilien. Et ça va avoir des conséquences, bien sûr, sur l'économie de l'île. Mais des conséquences un peu chaotiques. Pourquoi ? Qui dit augmentation de la demande dit augmentation des prix. Donc ça joue en faveur de l'économie de l'île. Comme c'est très rentable, il va y avoir un boom de l'extraction de soufre sur l'île, et ça va se faire si rapidement qu'au bout de 2 ans, il y a une crise de surproduction. Donc là, c'est l'inverse. Il y a plus de soufre produit que de besoin. Ce qui entraîne une crise de l'industrie minière. Il y a les salaires ont trop monté, les prix ont chuté, ce qui fait que vous avez cette crise qui est très nette ici, hein, entre 1833 et 1800. Alors, c'est pas si net que ça. Oui, voilà, entre 1836 et 1837, il y avait une chute de la production qui est liée à ces difficultés. Et ça va forcer le gouvernement napolitain à intervenir pour essayer de stabiliser un peu la situation, pour aider l'économie de l'île. Vous avez un gouvernement qui est assez interventionniste en matière d'économie et qui le fait d'autant plus que vous avez une situation en Sicile qui est politiquement un peu tendue. L'île a perdu son autonomie en 1816, elle a été intégrée dans le royaume des deux Siciles, et depuis 1816, les Siciliens ne sont pas très contents, ils veulent regagner leur autonomie, et périodiquement ils se révoltent contre la domination de Naples, et justement en 1837, il y a une révolte de l'île qui est sauvagement réprimée par le gouvernement napolitain, mais en forme d'apaisement, le gouvernement napolitain va intervenir et donc sur cette question-là, et de quelle façon il va le faire. En 1838, il va accepter de conclure un accord commercial avec une société française, une société de Marseille, l'entreprise Tex et Écart. Alors en quoi consiste cet accord ? L'État napolitain accorde pour 10 ans un monopole à cette entreprise, monopole de l'achat et de la revente de soufre. Donc tout le monde devra passer par eux. Bien sûr, pas de manière gratuite. Ça comporte des conditions. D'abord, la fixation d'un prix minimum. Donc cette société s'engage à payer aux producteurs de soufre au moins 23 carlins par quintal.
Elle s'engage aussi à ne pas exploiter tout le potentiel du gisement. Donc elle limite volontairement l'exploitation. Pourquoi? Pour éviter ce problème de la surproduction. Et en plus, elle s'engage à payer une indemnité aux producteurs de soufre pour la portion de gisement qui n'est pas exploitée. En outre, elle s'engage à financer la construction d'infrastructures sur l'île, donc infrastructures industrielles, donc production de soufre sur place, et aussi infrastructures de transport. Alors, le problème, c'est que cette entreprise, pour entrer dans ses frais, elle va être obligée de fixer un prix de revente assez élevé. Donc, elle va le fixer à 43 carlins, ce qui représente 3 fois le prix du quintal de soufre qui était en vigueur avant cet accord. Donc, le prix du soufre pour les industriels européens est multiplié par 3. Donc, vous imaginez leur mécontentement. D'autant plus que, cerise sur le gâteau, le gouvernement napolitain instaure aussi une taxe d'importation. Donc à chaque fois que vous faites sortir un quintal de soufre de l'île, vous devez payer 20 carlins. Donc les industriels européens, qu'ils soient français ou britanniques, ne vont pas être contents et vont se plaindre et ils vont s'adresser à leur gouvernement. Les plus vigoureux, bien sûr, sont les Britanniques, comme d'habitude. Et les commerçants britanniques vont se tourner vers leur gouvernement qui va agir auprès du gouvernement napolitain. Sachant qu'on est déjà dans une période de tension entre la Grande-Bretagne et le Royaume de Naples. Pourquoi? La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a une politique très claire en matière commerciale. Son principal enjeu, depuis le début du siècle, c'est d'imposer au reste du monde la politique du libre-échange. Ce qui est intéressant pour les commerçants britanniques, ce n'est pas de disposer de privilèges nationaux, c'est de faire en sorte que le commerce soit libre, la navigation et le commerce, également de disposer de la liberté d'entreprendre. Pourquoi? Parce que l'économie britannique est plus performante et elle pense pouvoir s'imposer sur ses concurrents. Donc, elle a une stratégie qui consiste à proposer ou imposer des traités commerciaux avec les autres pays permettant d'introduire cette idée du libre-échange. Elle le fait en 1816 avec le Royaume de Naples, un traité commercial anglo-napolitain qui comporte exactement ça. Donc, liberté de commercer, liberté d'entreprendre pour les sujets britanniques, baisse des droits de douane, et aussi on introduit cette clause de la nation la plus favorisée qui consiste à dire qu'aucun ressortissant étranger ne peut bénéficier d'avantages supérieurs à ceux des Britanniques. Les autres pays sont obligés de s'aligner un petit peu sur ce régime-là, mais bien sûr, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Sur place, les États, comme les États, le Royaume de Naples, se disent que cette politique n'est pas forcément très favorable à l'économie locale, puisqu'elle soumet l'économie locale à la concurrence des produits manufacturiers britanniques, et elle tend à réduire l'économie locale à une fonction d'exportation des produits agricoles. Donc, du côté du Royaume des Deux Siciles, on commence assez rapidement à se rendre compte qu'on n'a pas fait une très bonne affaire et on veut revenir un petit peu sur ces questions-là en instaurant une petite dose de protectionnisme pour favoriser donc le développement de l'économie locale. Déjà en 1822-1823, on adopte de nouveaux tarifs donc en introduisant un peu de protectionnisme. Et puis Ferdinand II, donc, qui devient roi de Naples en 1830, va lui lancer une politique cohérente à la fois d'industrialisation et de protectionnisme. Donc déjà dans les années 1830, vous avez ce conflit naissant entre la Grande-Bretagne, qui veut garder l'esprit du traité de 1816, et le gouvernement napolitain qui, lui, veut aller vers un peu plus de protectionnisme. Donc le gouvernement britannique va sauter sur l'occasion de cette affaire sicilienne pour revenir sur cette idée du maintien du libre-échange. Et il va le faire d'autant plus volontiers qu'en 1840, celui qui est à la tête du gouvernement britannique, c'est un homme politique haut en couleur, Lord Palmerston, qui est un libéral, mais qui est surtout connu pour son attachement féroce au principe du libre-échange et qui met la diplomatie britannique au service de cet impérialisme du libre-échange.
c'est au moment où, sous le gouvernement Palmerston, que se produisent plusieurs interventions britanniques qui sont entre les interventions commerciales et les interventions militaires. C'est en Chine la guerre de l'opium, entre 1840 et 1842. C'est une intervention aussi, on vous en a parlé tout à l'heure, auprès de l'Empire ottoman, au moment de la crise d'Orient de 1839-1841, qui se conclut par la Convention de Londres, qui permet à Londres, au Royaume-Uni, de s'implanter au Levant. Donc on est dans cette phase un peu offensive de la politique britannique, qu'on a surnommée la diplomatie de la canonnière. C'est-à-dire qu'on fait jouer ses muscles, on n'hésite pas à intervenir, menacer d'intervention militaire pour obtenir à la fin, non pas une occupation territoriale, mais des accords commerciaux favorables. Et Palmerston va faire la même chose vis-à-vis du gouvernement napolitain. Donc, il va demander au gouvernement napolitain de revenir sur cette concession des soufres siciliens, de respecter l'esprit du traité de 1816, et pour donner plus de poids à ces revendications, eh bien, il ne va pas hésiter à envoyer au large de Naples une flotte militaire, donc pour rappeler que le Royaume-Uni est présent sur place, et cette flotte militaire donc, va faire un blocus du golfe de Naples, donc, en menaçant de saisir tous les bateaux napolitains qui chercheraient à quitter le port. C'est une politique assez musclée. De son côté, le gouvernement napolitain va réagir, il va saisir tous les biens, les bateaux des marchands britanniques qui se trouvent à Naples. Donc on est dans une situation de conflit. Et là encore, qui intervient? La France. Alors vous voyez, hein, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent. La France n'apparaît pas forcément en pointe des actions géostratégiques, militaires, mais elle aime bien s'insérer dans les conflits existants en disant que sa médiation va lui permettre d'obtenir des avantages. Donc c'est ce qui se produit dans la crise anglo-britannique. La France, donc de Louis-Philippe, va proposer sa médiation. Pardon, je croyais avoir une vignette. Donc, qui va être acceptée par les deux parties. Donc, cette médiation, elle va aboutir à quoi? Le gouvernement napolitain accepte de retirer le monopole qu'il avait concédé à la société Tex et Icare, indemniser la société pour les profits perdus. Il accepte aussi d'indemniser les commerçants britanniques pour les pertes qui ont eu lieu pendant le blocus. Et la France, en raison de sa médiation, va aussi obtenir l'indemnisation des commerçants français. Donc en fait, on revient au statu quo. On résout la crise en revenant au statu quo. Cette crise, elle va avoir des conséquences à plus long terme. Alors, je ne sais pas si je vais arriver, je comptais revenir en arrière. Bon, d'une part, sur la production de soufre sicilien, il y avait les chiffres, donc ça se montrait, ça va être très dommageable à l'exploitation des soufres en Sicile. Pendant le blocus, la production s'est effondrée. Et ce qui va se passer, c'est que les Britanniques vont se dire que ça peut être rentable d'aller chercher du soufre ailleurs. Donc ils vont chercher d'autres gisements. Ils vont aller les trouver en Islande ou même plus loin en Inde. Et ça va en fait entraîner la décadence de l'exploitation du soufre en Sicile. Donc ça, c'est un premier point. Ça va aussi avoir des conséquences politiques. C'est que même si les choses s'apaisent entre le Royaume-Uni et le Royaume de Naples, ils vont même arriver à conclure un nouveau traité commercial en 1845, mais le Royaume-Uni va garder une dent contre le Royaume de Naples, qui va être considéré comme un partenaire commercial qui n'est pas fiable, d'autant plus qu'elle maintient sa politique protectionniste. Et ça va se traduire par l'appui systématique que les Britanniques vont donner à tous ceux qui vont remettre en question la domination napolitaine en Sicile. Donc que ce soit en 1848 ou en 1860, les Britanniques vont appuyer les rébellions siciliennes et plus largement donc vont appuyer tout ce qui est risorgimento italien,
en se disant qu'il vaut mieux avoir un partenaire unique, surtout si c'est une puissance comme le royaume de Piémont-Sardaigne qui pratique le libre-échange, plutôt que de négocier avec de petits États qui sont ingérables et qui ont des tendances, des velléités un peu protectionnistes. Donc ça va avoir ces conséquences-là, ces conséquences géopolitiques. Alors, le troisième point que je voudrais aborder donc, va nous permettre d'aborder un autre aspect de la présence française et des rivalités, terrains sur lesquels se joue cette rivalité. Non plus cette fois la géopolitique ou l'économie, mais cette fois, on va dire, la culture, la langue. À travers cet épisode-là, qui est la fondation en 1846 de l'École française d'Athènes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet institut, donc qui est le premier institut scientifique français créé à l'étranger et qui va servir de modèle par la suite à ceux qui sont venus, c'est-à-dire l'École française de Rome, la Casa de Velázquez à Madrid, puis Damas, l'École française d'Extrême-Orient, etc., etc. Donc cet institut culturel est créé par la France en septembre 1846. Donc à travers un décret qui institue une école française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques à Athènes et qui est installé dans un bâtiment, la maison Gennadios, qui se situe donc à Athènes. Donc c'est une école de perfectionnement qui dépend du ministère de l'Instruction publique et qui, à l'origine, est destinée à accueillir des agrégés, des normaliens, donc particulièrement méritants, qui ont bien réussi l'agrégation et qu'on envoie donc en Grèce pour se familiariser avec la culture, la civilisation grecque. Alors bien sûr, cette création, elle s'inscrit d'abord dans un mouvement général qui est, voilà, je ne vous apprendrai rien, le mouvement de redécouverte de la Grèce, notamment de la Grèce antique par l'Europe occidentale, qui a deux versants. Donc la redécouverte des antiquités grecques, donc depuis le XVIIIe siècle. Donc après l'Antiquité romaine et étrusque, on se tourne vers la Grèce. Ça passe par les voyageurs, donc la Grèce va être incluse dans le grand tour des aristocrates européens. Ça passe par le collectionnisme d'antiquités et par l'archéologie. Et cette découverte de la Grèce, elle a aussi une dimension politique, évidemment. C'est le mouvement d'intérêt et de solidarité des Européens pour les revendications d'indépendance des Grecs vis-à-vis de l'Empire ottoman et le soutien que les opinions publiques et les gouvernements, les puissances occidentales ont apporté à la rébellion grecque pendant la guerre d'indépendance après 1820. Ce qu'on a appelé le philhellénisme. Et parmi les acteurs de la création de l'école française de Rome, d'Athènes, on trouve des philhellènes. Donc le ministre de l'instruction publique de l'époque, Salvandi, est quelqu'un qui est un philhellène. Et le ministre français à Athènes à cette époque-là, Piscatori, est aussi quelqu'un qui s'est engagé dans le mouvement philhellène et qui est très introduit donc, avec les élites politiques grecques qu'il connaît justement au moment de la collaboration entre la France et la Grèce. Donc il y a un lien très clair entre le philhellénisme et la création de l'école française d'Athènes. De fait, donc, la France a participé aux côtés des Grecs pour l'indépendance. Elle a, comme puissance protectrice, envoyé un corps expéditionnaire, donc sous le commandement du général Maison, qui a mis fin au combat dans le Péloponnèse. C'est la fameuse campagne de Morée, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui a duré plusieurs années, entre 1828 et 1833. Et on trouve la France aussi dans cette alliance, ce consortium qui a regroupé la France, le Royaume-Uni et la Russie.
qui intervient militairement contre l'Empire ottoman lors de la bataille de Navarin entre 1827, qui a précipité la fin de la guerre d'indépendance. Donc cette fameuse bataille maritime qui a vu la défaite de la flotte turco-ottomane. Donc la France n'était pas toute seule. Elle est intervenue aux côtés du Royaume-Uni et de la Russie. Mais cette collaboration n'empêche pas qu'on a affaire à des puissances qui sont en rivalité dans la région. Et elles le sont d'autant plus après 1830 qu'après 1830-1832 se pose la question de l'hégémonie à avoir sur le nouvel État. Laquelle de ces puissances va être la plus influente sur ce nouveau petit royaume de Grèce donc qui apparaît en Méditerranée orientale. À partir de ce moment-là, il y a en Grèce 3 parties. On appelle ça des parties. Donc il y a trois groupes de pression. Le groupe français, le groupe britannique et le groupe russe. Les Français ne sont pas les mieux placés. Les Britanniques, eux, ils sont présents sur place. Ils ont les îles Ioniennes. Ils sont très influents dans toute la région. Ils n'hésitent pas à intervenir au Levant, on l'a dit, dans l'épisode de la guerre de 1839-41. On reviendra là-dessus. Les Russes ont aussi de bonnes cartes dans leur poche. Ils sont les protecteurs traditionnels des Slaves des Balkans. Ils ont aussi avec les Grecs une communauté de religion, l'Église orthodoxe. Les Français, eux, sont un peu moins de levier d'influence. Alors, ils en ont depuis longtemps. Ils ont un rôle de protection des catholiques de l'Empire ottoman. Depuis le XVIIe siècle, donc qui fait que ils veillent au respect des capitulations pour les catholiques, ce qui va les conduire, on l'a dit, à intervenir militairement plus tard, en 1860-1861, en Syrie. La France a des ambitions dans le Levant, justement, à partir de cette idée de protection des catholiques de l'Empire ottoman. Et puis la France a un allié, pense avoir un allié, avec l'Égypte. L'Égypte, donc, qui depuis Mehmet Ali se constitue en État qui cherche à se moderniser et qui cherche à prendre son autonomie, voire son indépendance de l'Empire ottoman, et qui a à sa tête des souverains francophiles. On l'a rappelé tout à l'heure. Et si la France appuie l'Égypte de Mehmet Ali puis d'Ibrahim Pacha, c'est parce qu'elle espère en retirer un outil pour son influence. Mais qu'est-ce qui s'est passé et on arrive au contexte de création de l'école française d'Athènes au début des années 1840. Donc cette guerre qui donne naissance à la question d'Orient, donc c'est cette guerre qui oppose l'Égypte à la Sublime Porte. Dans cette guerre, les puissances étrangères interviennent. Vous avez d'un côté le Royaume-Uni qui soutient la Turquie, l'Empire ottoman, dont elle ne veut pas l'affaiblissement, parce qu'elle préfère s'appuyer sur l'Empire ottoman pour contrer les Russes, empêcher les Russes de pénétrer en Méditerranée. Et de l'autre, vous avez la France qui soutient l'Égypte d'Ibrahim Pacha. Henri Laurens l'a rappelé tout à l'heure, l'Égypte est vainqueur sur le plan militaire, mais la crise se dénoue en fait au niveau diplomatique et elle se dénoue au profit du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni arrive à convaincre des puissances européennes, notamment donc la Prusse, l'Autriche et même la Russie, à se retrouver à Londres pour une convention. Une convention à laquelle la France n'est pas invitée. Elle est exclue. Et cette convention de Londres, elle vise à obliger l'Égypte à renoncer au Levant et à se contenter de ce domaine égyptien. Et lorsque l'Égypte, le gouvernement égyptien refuse de se plier à cette convention, le Royaume-Uni intervient militairement au Levant pour l'y contraindre.
dans ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dans cette histoire, c'est le Royaume-Uni qui a eu gain de cause. Et la France s'est faite éjecter en beauté. Ce qui était très mal vu en France a été vu comme une véritable humiliation. Lamartine a parlé d'un Waterloo diplomatique. Et ce qui se passe, c'est que donc on a après 1840 donc l'idée que la France a un peu perdu la partie en Méditerranée orientale. Elle se retrouve marginalisée sur un point de vue d'une influence, on va dire, territoriale et militaire, ce qui veut dire qu'elle va se retourner vers un autre moyen d'action, on peut dire, qui va plutôt passer par l'influence culturelle. Et c'est en ça donc que se peut s'expliquer cette décision de créer l'école française d'Athènes, qui va être créée explicitement à la fois comme un outil d'influence, mais cette fois un outil d'influence culturelle, et qui va être vu explicitement, c'est très clair dans le rapport que l'ambassadeur français envoie au ministère pour proposer la création de l'école française d'Athènes, comme un moyen d'embêter les Anglais. Un outil aux mains du parti français pour lutter contre l'influence du parti anglais. C'est très clair. Alors comment... J'ai besoin de 5 minutes et j'arrête. Comment cet institut peut servir à propager l'influence culturelle française? Alors paradoxalement, on aurait pu penser que c'était à travers l'archéologie, alors qu'en fait, l'archéologie ne fait pas partie des missions initiales qui sont données à l'école française d'Athènes, bizarrement. Pourtant, l'archéologie était depuis longtemps un vecteur utilisé par la France pour propager son influence. On pense bien sûr à l'expédition d'Égypte, dont vous avez sans doute entendu beaucoup parler. Donc l'expédition de Bonaparte de 1798, expédition militaire dans lesquelles on implique plus de 160 savants qui ont une mission militaire, donc faire des relevés topographiques, mettre des cartes, mais qui ont aussi bien sûr une mission scientifique et qui aussi ont pour but d'œuvrer à l'influence française sur place, notamment par la création de l'Institut d'Égypte au Caire, qui sera le moyen pour la France de propager ses lumières sur place. Et on a une sorte de répétition. La campagne d'Égypte a servi de modèle à une autre expédition du même type, c'est l'expédition de Morée. La campagne militaire de Morée est aussi une expédition scientifique, donc on en a parlé tout à l'heure, un peu plus modeste puisque ça concerne que 17 savants, mais de toutes les disciplines, des géologues, des botanistes et des archéologues. Donc en même temps que ces savants font des relevés topographiques pour faire des cartes, ils font aussi un relevé systématique des antiquités. Là aussi, donc, avec l'idée que la France va jouer un rôle de propagation des Lumières. Et en revanche, malgré ce premier jalon de présence archéologique française, l'école française d'Athènes ne va pas être tout de suite utilisée pour favoriser l'archéologie française sur place. Il va falloir attendre le dernier tiers du XIXe siècle. C'est en 1875 que sont lancées les fouilles de Délos par l'école française. Et c'est donc après 1875 que l'archéologie va vraiment être française va être lancée avec cette idée de présence culturelle. Et cette fois, non pas en rivalité avec le Royaume-Uni, mais à cette époque-là, ça sera la rivalité avec l'Allemagne, l'archéologie allemande. Le vrai point sur lequel l'école française d'Athènes doit jouer pour l'influence culturelle, c'est la question de la langue et de la formation des élites. Le décret de création de septembre 1846
donc permet à l'école française, avec l'autorisation du roi de Grèce, d'ouvrir des cours publics gratuits de langue et de littérature française et latine, et offre à l'école française la possibilité de former ensuite des professeurs, donc des gens qui passent par l'école et vont essaimer dans toute la Méditerranée orientale pour être des professeurs de français. C'était pas du tout évident, puisque à cette époque-là, dans l'Empire ottoman, la langue de la culture et la langue de la communication, c'est pas le français, c'est l'italien. Et donc cette mission de propagation de la langue, et bon, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire auprès de l'élite locale. Il s'agit de former les élites grecques au français, pour les rendre francophiles. Et cette mission, elle est explicite et elle semble même fonctionner plutôt. Voilà, vous avez cette illustration dans une correspondance d'un pensionnaire de l'école qui date de septembre 1847 et qui dit donc que maintenant la Grèce studieuse mais pauvre demande des maîtres qui leur donnent leur enseignement et ne lui vendent pas. Donc ça, c'est une pique, bien sûr, contre les Anglais. Les Anglais qui monnaient leur influence. La France, elle, arrive avec ses lumières et gratuitement. C'est une occasion de lui inculquer, avec notre langue et notre littérature, nos idées et nos sentiments. Donc, bien sûr, la France, vecteur des idées des droits de l'homme, de la raison et du progrès. Et donc déjà des résultats, le français l'emporte en Grèce, même sur l'italien, et ces progrès seront ceux de notre parti. Donc c'est bien la mise au service de la culture, au service d'un intérêt plus général. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai déjà dépassé. La conclusion, elle est très facile à tirer. Ce que je voulais montrer, c'était que cette idée de l'influence et de la rivalité, il faut bien voir qu'elle s'exprime sur des plans qui sont très divers. Ça me permet de rejoindre ce qu'a dit Henri Laurens dans sa propre conclusion, c'est qu'il ne faut pas se limiter à des simples mouvements diplomatiques ou des présences de bateaux, des présences territoriales. La puissance, déjà au XIXe siècle, ce n'est pas seulement le nombre de divisions, c'est aussi une influence qui se joue sur les terrains économiques, sur les terrains culturels, ce qu'on appellerait aujourd'hui le soft power. Donc une approche historique aussi qui doit prendre en compte toutes ces dimensions. Donc moi je n'ai pas la dimension climatique, j'ai trop peu d'années pour la prendre en compte, mais quand même je pense comme ça être d'accord avec Henri Laurens. Donc je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Je m'étais souvent étonné justement de la présence d'archéologues allemands dans ces régions. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle, la motivation et la présence des Allemands ? Alors, bien sûr, en dehors de l'intérêt scientifique que des Allemands qui sont scientifiquement à la pointe à cette époque-là, des méthodes archéologiques, peuvent avoir pour cette région-là. Évidemment, là aussi, on a exactement les mêmes mécanismes. L'archéologie allemande sert aussi des intérêts de présence, sachant que si l'Allemagne n'a pas une présence coloniale très forte et elle est plutôt tardive, vous avez une puissance qui a aussi une forme d'impérialisme à la fois économique et culturel et qui considère que le Moyen-Orient, donc en gros l'Empire ottoman, fait partie de la zone d'influence naturelle de l'Allemagne, à la fois par récupération de traditions anciennes qui étaient celles de l'Autriche vis-à-vis des Balkans et une projection de l'Allemagne vers le Moyen-Orient, qui va passer par quoi? Par la construction du chemin de fer et qui va aussi passer par l'archéologie. Merci. Juste un tout petit point concernant ce détail, cette légende du coup de rocher du consul Pierre de Val. Ouais, le coup d'éventail. D'éventail. Dans un livre publié il y a quelques années par son arrière-petite-fille Anne Châtel de Manges,
intitulé Comment j'ai tué le consul aux éditions L'Aube. Elle montre d'abord que ce monsieur n'était pas un parangon de la probité et qu'il y a un peu de légende dans cette affaire. C'est juste pour une rectification historique. Oui, alors j'avoue, ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas dit que ça s'était passé comme ça. J'ai dit que le gouvernement français l'avait présenté de cette façon. Et volontairement, pour créer un incident diplomatique là où il n'y avait pas grand-chose. Donc, finalement, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le geste lui-même ou ce qu'on en a dit? Oui, je crois que vous avez dit, ou tout au moins j'ai entendu, que les Français s'étaient considérés comme des protecteurs des catholiques dans le Levant au XVIIe siècle, mais les capitulations ont été entre François Ier et Soliman le Magnifique. Est-ce que ça n'est pas déjà au XVIe ? Oui, alors ce qui change vraiment à partir du XVIIe siècle, me semble-t-il, c'est la présence des missionnaires. Parce que à part les chrétiens autochtones, qui a vraiment besoin de protection, ce sont les missionnaires. On en a parlé tout à l'heure, je crois. Donc ce développement des missions étrangères, et au XIXe siècle, ça sera la même chose. Il y a un boom missionnaire avec une forte présence. Et les missionnaires, on a parlé de la culture, des scientifiques, qui sont aussi souvent des avant-gardes de la pénétration étrangère, voire coloniale. On peut dire la même chose des religieux. Souvent, les missionnaires sont les premiers acteurs sur place. Et la France n'a jamais hésité, quel que soit son régime, à s'appuyer sur les missionnaires comme outil de présence jusqu'à la République. Donc c'est surtout sur les missionnaires que porte l'enjeu de la protection. Je voudrais vous poser une petite question. Par rapport à cette fameuse rivalité historique entre la Grande-Bretagne et la France, surtout dans la construction des empires coloniaux, vous êtes un connaisseur des pays de l'Europe méridionale en particulier. Comment se situent le Portugal, l'Espagne, l'Italie par rapport à cette rivalité-là? Est-ce qu'il y a des fidèles de la France et d'autres qui ne le seraient pas? Est-ce qu'on a bien compris que d'une certaine manière, la diplomatie, et y compris la guerre, de la part de la Grande-Bretagne, avait vraiment des buts de conquête de marché, de routes commerciales, etc. Et ce n'est un peu moins le cas de la France, me semble-t-il, où il y a plus une question d'influence au sens large du terme, la langue, la culture, etc. Mais comment se situent les pays du reste de l'Europe méridionale? Sur les pays de la péninsule ibérique, bon, déjà, il faut dire qu'on a affaire à une zone qui est considérée comme assez marginale dans l'équilibre géopolitique ou économique européen. Donc, il n'y a pas d'enjeux fondamentaux là-dessus. Il faut distinguer les deux. Dans le cas du Portugal, on a une chasse gardée du Royaume-Uni, c'est très clair. Depuis la fin de l'Ancien Régime et au moment des guerres napoléoniennes, le Portugal a été occupé par les troupes britanniques et qui le considèrent comme un quasi-protectorat. Et ce qui va avoir une influence assez importante sur l'histoire du Portugal au XIXe siècle, à la fin du siècle, au moment où se produit la colonisation du continent africain. Les Anglais ne vont pas hésiter à mettre un ultimatum au Portugal en 1890, lorsqu'ils voudront relier la fameuse possession de l'empire colonial du Caire au Cap et revendiquer des territoires centraux qui étaient plus ou moins contrôlés par le Portugal. Et le fait que le gouvernement monarchique portugais cède à cet ultimatum, vécu comme une humiliation nationale, et a sans doute porté un coup au régime monarchique qui conduit quelques années plus tard à la Révolution, à la mise en place d'une république. Donc, pour le Portugal, c'est assez clair.
on est en terre d'influence britannique. Pour l'Espagne, c'est moins clair. On a affaire à un État qui est plus solide, qui a lui-même sa propre politique d'influence. J'en ai pas parlé, mais le Portugal a l'Espagne a des intérêts en Méditerranée occidentale. Elle n'est pas absente. Dans l'affaire de l'île de Ferdinand, les Espagnols sont présents. Ils jouent un rôle très mineur. Et puis ils ont une projection coloniale aussi. La conquête du Maroc dans les années 1860. C'est une terre d'investissement où on va trouver un terrain un peu neutre où on va trouver à la fois des investissements britanniques et beaucoup d'investissements français. Le chemin de fer espagnol est largement financé par les capitaux des frères Pereire. Donc c'est une terre neutre, je dirais. Un autre exemple intéressant, c'est toujours sur cette question de l'archéologie. À la fin du siècle, se développe une archéologie des antiquités espagnoles, c'est assez tardif, et se pose la question du contrôle de cette archéologie. Bien sûr, les étrangers, qu'il s'agisse des Français, des Allemands et des Britanniques, sont présents. Donc là, on parle de l'Andalousie, reste romain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que à ce moment-là, on est à la fin du siècle, donc il y a une affirmation des nationalismes, y compris en dehors des grandes puissances. Et là, le gouvernement espagnol intervient, retire les concessions archéologiques pour les confier à des savants espagnols. Donc on a là aussi l'illustration d'un gouvernement qui est peut-être plus actif aussi, plus capable de défendre ses intérêts nationaux. Ce qui l'empêchera pas d'être traumatisé en 1898 par la défaite face aux États-Unis. C'est pas l'Angleterre, cette fois c'est les États-Unis. Vous êtes vaincu par l'après-midi et la chaleur montante. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut juste remercier notre intervenant. Merci à vous.